Bonjour et bienvenue dans Débats et des eaux, un podcast proposé sur une idée originale de Nageoire et compagnie, guidage, pêche et nature en Bretagne. Pour commencer, j'aimerais qu'on imagine une scène un peu folle, genre rester éveillé pendant 2 semaines d'affilée, agiter frénétiquement les bras jour et nuit pour maintenir ses propres enfants en vie. Ouais, carrément, un marathon, le truc. C'est ça. Et tout en repoussant physiquement des hordes de pilleurs qui encerclent la maison. Tout ça pour finalement voir sa progéniture s'entre-dévorer à la seconde où elle devient autonome. C'est digne d'un film d'horreur post-apocalyptique, ton scénario, mais en fait, c'est la pure réalité biologique d'un des poissons les plus emblématiques de nos eaux douces, le cendre. Exactement. Et aujourd'hui, la mission de notre discussion, c'est vraiment de plonger sous la surface pour décortiquer cette phase très très spécifique de sa vie. Donc on laisse complètement de côté le matériel, les techniques d'animation, tout ça. Ouais, on va vraiment s'intéresser à la mécanique brute de sa reproduction, parce que c'est un processus d'une fragilité inouïe, en fait. Une fragilité qui est vachement masquée par l'image qu'on se fait de l'animal, non? Ah, mais totalement. Quand un pêcheur sort un grand cendre de l'eau, il a l'impression de tenir un super prédateur redoutable, je veux dire, avec sa dentition impressionnante, sa vision nocturne parfaite. La machine de chasse ultime, quoi. Voilà, on le voit comme un truc invincible. Mais la réalité, c'est que chaque adulte qui patrouille dans nos fleuves ou nos lacs, c'est un miraculé. C'est littéralement le survivant ultime d'un filtre naturel hyper violent qui commence bien avant même qu'il sorte de l'œuf. Et comprendre intimement ce parcours du combattant, c'est un peu la clé pour arrêter de voir nos cours d'eau comme de simples terrains de jeu. Ça permet de réaliser ce qui se joue vraiment au fond de l'eau au printemps. C'est fondamental, ouais. Surtout que tout ce processus, il commence pas de manière précoce. Ce poisson, il prend vraiment son temps avant de pouvoir transmettre ses gènes. C'est-à-dire, La maturité sexuelle est tardive. C'est ça. Par rapport à d'autres espèces, c'est assez long. Il faut compter en général 2 à 3 ans de survie pour qu'un mâle soit capable de se reproduire. Et pour une femelle, c'est encore plus long, genre 3 à 4 ans. ah ouais, donc c'est pas tout de suite, quoi. Et en termes de taille, ça donne quoi à ce stade-là? Ça correspond à des poissons qui ont déjà atteint la barre des 40 à 50 centimètres, selon si le milieu est riche en nourriture ou pas. Et franchir ce cap, ça demande déjà d'avoir échappé aux prédateurs, aux maladies et aux rigueurs de plusieurs hivers. C'est déjà un exploit en soi, en fait. Carrément. Et une fois ce statut d'adulte atteint, le déclenchement de la reproduction, il se fait pas du tout au hasard sur le calendrier. Le cendre, il fonctionne avec une horloge interne qui est strictement thermique. Et ça, c'est une différence fondamentale avec le brochet, par exemple, non. Parce que le brochet, il va souvent profiter des crues de fin d'hiver, genre dès février ou mars. Ouais, le brochet va carrément pondre dans les prairies inondées, dans l'herbe tendre. Voilà. Alors que le cendre, lui, il semble vraiment attendre son heure. En fait, le métabolisme du cendre exige une fenêtre de température hyper spécifique pour que les hormones déclenchent la fraie. L'eau doit impérativement se situer entre 12 et 15 degrés Celsius. Ok, donc on est plutôt sur du courant avril ou mai pour la majeure partie du territoire, c'est ça? C'est exactement ça. Et contrairement au brochet qui cherche des végétaux mous en bordure, le cendre, il a des exigences architecturales radicalement différentes. Il fuit la végétation molle. Il lui faut un substrat dur, compact et surtout très propre. Et c'est là que le mâle entre en scène, avec cette transformation physique qui est juste spectaculaire. Enfin, sous l'impulsion de cette montée hormonale et du réchauffement de l'eau, il change littéralement de couleur. Ouais, il abandonne complètement ses zébrures classiques. Et il devient presque entièrement noir, quoi. Ce qui lui vaut d'ailleurs ce surnom super classe de charbonnier. Mais du coup, pourquoi cette robe sombre? C'est genre du camouflage ou c'est pour intimider? Mais c'est marrant parce que les deux mécaniques se superposent en fait. Dans les profondeurs où il va s'installer, souvent à l'ombre de branches immergées ou de rochers, cette teinte très sombre, elle lui permet de se fondre dans le décor face aux menaces qui viendraient de la surface. D'accord, donc c'est furtif. Oui, mais c'est aussi et surtout un signal visuel ultra puissant. C'est une parure nuptiale hyper agressive. Ce noir profond, ça indique aux femelles qu'il est dispo, mais ça signale aussi aux autres mâles et aux prédateurs son niveau de testostérone et sa dangerosité. En gros, il met son habit de guerre. C'est tout à fait ça. Et une fois cette robe charbonnière enfilée, il commence son fameux travail de terrassement. Et quel travail, franchement! Si on devait filer la métaphore, le gars, c'est pas juste un architecte d'intérieur qui pose la moquette, hein. C'est un maniaque de la propreté. Il rigole pas avec le ménage.
Il va chercher un amas de racines, du bois noyé, des gros graviers ou même du sable hyper dense. Et là, avec des mouvements super puissants de sa queue et de son corps, il va balayer, gratter, expulser la moindre particule de vase. Tout doit disparaître. Voilà, pour creuser une espèce de cuvette circulaire parfaite, qui peut quand même faire jusqu'à 80 cm de diamètre. Et ce nettoyage de maniaque, comme tu dis, il a une fonction vitale. Les œufs du cendre, ils ont besoin d'adhérer fermement à un support stable pour pas être emportés par le moindre courant. Et surtout, ils doivent être préservés de la vase, parce que la vase, ça les étoufferait instantanément. Donc la cuvette, elle doit vraiment dévoiler le matériau brut du fond. Exactement. Le problème, c'est que cette exigence d'un substrat dur, construit à une profondeur souvent modeste pour bénéficier de l'eau plus chaude, ça ressemble à un pari évolutif incroyablement risqué aujourd'hui. Bah oui, parce que nos rivières actuelles, c'est pas des environnements super stables. Les niveaux, ils montent et ils descendent tout le temps. C'est le gros point noir. C'est vraiment le talon d'Achille de l'espèce face à nos infrastructures modernes. Comme le nid est préparé dans peu d'eau pour choper les fameux 12 à 15 degrés en premier, cette zone-là, elle est directement soumise au marnage. Le marnage, c'est-à-dire les variations artificielles de l'eau à cause des barrages hydroélectriques, c'est ça? Oui, voilà. Un gros lâcher d'eau, ou à l'inverse une retenue soudaine pour les besoins du réseau, ça modifie tout le paysage en quelques heures. Du coup, le nid, il peut carrément se retrouver à l'air libre? À l'air libre, ou noyé sous 3 mètres d'eau froide et toute trouble, ce qui stoppe net le processus biologique. Sans stabilité du niveau de l'eau, toute l'architecture du charbonnier ne sert strictement à rien. C'est dramatique. Ouais, mais bon, imaginons que les conditions restent clémentes. La femelle finit par s'approcher de cette belle cuvette toute propre. Et là, la biologie du cendre, elle bascule dans la démesure la plus totale. La ponte est massive, c'est ça. Les œufs sont expulsés et tapissent le fond. Et là, franchement, les chiffres, ils défient l'entendement. Ah, c'est astronomique. J'ai vu dans la littérature scientifique qu'on parle de 150 000 à 200 000 œufs par kilo de poids corporel de la femelle. Donc si on fait le calcul, une très belle femelle de 4 kilos, le genre de poisson trophée qui fait rêver plein de passionnés, elle va déposer plus de 600 000 œufs en une seule fois. C'est fou. C'est une véritable galaxie de vie qui est tapie là, au fond de l'eau. Visuellement, c'est fascinant un tapis d'œufs comme ça. Et après, j'imagine que c'est une course contre la montre pour le développement de tous ces embryons. Totalement. Une course régie par la thermodynamique. C'est là qu'intervient ce concept super important des degrés-jours. Chez les animaux à sang froid, le métabolisme et la division des cellules, tout ça, c'est dicté par la température ambiante. Plus il fait chaud, plus ça va vite. Voilà, plus les enzymes travaillent vite. D'ailleurs, on entend souvent des pêcheurs au bord de l'eau parler de ces fameux degrés-jours comme si c'était un peu une formule magique. Concrètement, comment un simple thermomètre peut dicter à un œuf la date exacte de son éclosion? En fait, la biologie a besoin d'un cumul d'énergie thermique pour finaliser la création d'une larve viable. Pour le cendre, ce besoin il se situe entre 110 et 130 degrés jour. Ok, et le calcul, on le fait comment? L'équation est toute bête. T'additionnes la température moyenne de l'eau chaque jour. Donc, si ton eau se maintient à 13 degrés, tu fais 13, plus 13, plus 13. Il faudra une petite dizaine de jours d'incubation. Ah, d'accord. Et si par contre tu as une grosse vague de chaleur printanière qui fait monter l'eau à 15 degrés, le métabolisme s'emballe et l'éclosion peut arriver en seulement 7 ou 8 jours. Attends, je dois faire une pause là-dessus. Parce que si on a d'un côté 600 000 œufs pondus par une seule femelle et de l'autre un temps d'incubation qui dure à peine une grosse semaine, logiquement, l'espèce, elle devrait être littéralement invincible. Enfin, les lacs devraient déborder de cendres, l'eau devrait en être saturée. C'est hyper intuitif de penser ça. C'est ce qu'on appelle en écologie l'illusion de l'abondance. Mais produire un demi-million d'œufs, curieusement, c'est pas du tout une preuve de suprématie. C'est quoi alors? C'est plutôt la signature évolutive d'une vulnérabilité terrifiante. C'est la nature qui anticipe un taux de mortalité cataclysmique. Tu vois, contrairement à des poissons qui pondent en pleine eau et laissent le courant emporter leur descendance, le cendre y concentre absolument tout son investissement génétique sur un pauvre demi-mètre carré. Et cet investissement, il exige une garde parentale sans aucune faille. Absolument. D'ailleurs, la femelle, elle s'éclipse une fois la ponte terminée, non? Ouais, elle a vidé toutes ses réserves d'énergie, elle est épuisée, donc elle quitte la zone directe. Le mâle charbonnier se retrouve donc tout seul, seul face à ce demi-million de promesses de vie. Et son rôle, franchement, ça va bien au-delà de celui d'un simple videur de boîte de nuit qui croise les bras devant l'entrée, hein. Ah, c'est sûr, il fait pas juste acte de présence. C'est carrément une machine de maintien en vie, un genre de système de ventilation industrielle couplé à une unité d'intervention armée. La comparaison est parfaite, hein. La double charge qui pèse sur lui, elle est épuisante, hein.
Parce que la toute première menace pour ces œufs, avant même qu'on parle des prédateurs, c'est l'asphyxie et l'infection. Il doit respirer pour eux. En gros, pendant ces 8 à 15 jours de garde, le mâle doit se positionner pile au-dessus de la cuvette et il bat des nageoires pectorales et pelviennes de manière continue. Ce brassage permanent de l'eau, ça apporte l'oxygène dissous indispensable au métabolisme effréné des petits embryons. Et j'imagine que ce brassage, ça empêche aussi le dépôt de tous les sédiments qui flottent autour. Exactement. Tout le limon, les particules fines qui voyagent dans le courant, ça viendrait sceller les œufs sous une croûte imperméable s'ils faisaient rien. Mais surtout, le mouvement de l'eau, ça empêche l'installation des spores fongiques. Les champignons, ouais. Voilà. Sans cette ventilation constante, les champignons colonisent un œuf mort, et après le mycélium se propage aux œufs voisins comme une vraie traînée de poudre. Ça peut détruire l'intégralité du nid en 48 heures à peine. C'est dingue. Donc il gère la survie respiratoire et sanitaire du nid en continu. Mais bien sûr, la réalité aquatique ne le laisse pas ventiler en paix bien longtemps. C'est là que le siège commence. Parce que les cours d'eau, ça regorge de créatures complètement opportunistes pour qui 600 000 œufs frais, ça représente un festin protéiné inespéré après tout un hiver de disette. Tu m'étonnes, le nid, il agit comme un énorme phare olfactif et visuel pour toute la faune alentour. T'as les brèmes, les perches soleil, les gobies, les écrevisses, les poissons-chats. Ils convergent tous vers cette source de bouffe hyper facile. Ils font la queue devant le buffet, quoi. C'est ça. Et ils font pas que passer, hein. Ils stationnent là, à quelques petits centimètres seulement du périmètre, en attendant la moindre petite ouverture. La pression psychologique pour le mâle. C'est l'enfer. Il doit multiplier les charges explosives. Il frappe avec son museau, il mord, il intimide pour maintenir ce cercle de charognard à distance, tout en devant revenir instantanément, reprendre sa ventilation. Et le pire, c'est qu'il se nourrit plus du tout. Il mange plus rien. Rien. Il puise dans ses propres réserves, à tel point qu'il finit la période de frai littéralement émacié, creusé. Et les statistiques montrent bien à quel point ce sacrifice est crucial. Si le mâle charbonnier arrive à tenir la ligne de front sans aucune interruption, la nature est quand même généreuse. En G, il y a entre 50 et 80% des œufs qui arrivent à éclore. Ce qui est énorme. Ouais. Mais bon, la biologie n'autorise aucune pause. Si la garde est interrompue ne serait-ce que pendant 1 heure, Si le mâle disparaît de l'équation, même un tout petit instant, la mortalité, elle explose et franchit la barre des 90% en un temps record. les prédateurs se ruent dessus. C'est ça, la muraille cède, les nuées de prédateurs qui campaient en périphérie fondent sur la cuvette et la pillent jusqu'au dernier grain. Mais bon, admettons que le mâle triomphe. Les larves finissent par éclore. C'est la délivrance. Pas vraiment, parce que c'est une toute nouvelle phase de vulnérabilité qui s'ouvre. Ces minuscules créatures transparentes, qui ont juste une petite vésicule vitelline pour leurs premiers jours, elles vont très vite devoir se nourrir par elles-mêmes en pleine eau. Et à ce stade-là, faut être honnête, elles sont tout en bas de la chaîne alimentaire. C'est de la pure chair à canon. Complètement. Elles sont strictement planctonophages au début, elles chassent le zooplancton microscopique, sauf qu'elles sont hyper lentes, super fragiles, et ça fait d'elles des proies parfaites pour les alevins d'autres espèces qui sont nées un peu plus tôt, ou même pour les gros insectes aquatiques. Les ditiques et compagnie. Voilà. Dans le meilleur des cas, dans un système naturel super équilibré, t'as moins de 5% de ces larves qui parviendront au stade juvénile, c'est-à-dire quand elles mesurent quelques centimètres. Et c'est précisément là que l'ironie de l'évolution atteint son paroxysme, je trouve. Le père, il a sacrifié sa santé, il a frôlé la mort par épuisement pour défendre cette ponte. Ces petites larves, elles ont survécu à un massacre statistique improbable. Et une fois qu'elles mesurent 3 ou 4 centimètres, elles développent leur propre instinct de prédateur. Sauf que, si les proies viennent à manquer dans un environnement un peu appauvri, la machine s'enraye de la plus sombre des manières. Ouais, le cannibalisme. La transition vers un régime à base de poissons est extrêmement rapide chez le jeune Sandre. Il a un besoin vital, mais vraiment urgent, de protéines pour grandir vite et affronter son tout premier hiver. Il n'a pas le choix. Non, pas le choix. Et si l'habitat manque de diversité, s'il n'y a pas assez d'alevins, de poissons blancs ou de larves d'insectes à chasser, une mécanique implacable se met en place. Le moindre décalage de croissance au sein de la propre fratrie déclenche un cannibalisme purement opportuniste. En gros, les plus grands voient leurs frères et sœurs légèrement plus petits, non plus comme des membres de la famille, mais juste comme du carburant. C'est triste à dire, mais c'est exactement ça. C'est un régulateur naturel d'une brutalité assumée par l'évolution. Tu vois, plutôt que de voir toute la génération mourir de faim parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, la nature préfère que les individus les plus agressifs et les plus avancés récupèrent l'énergie des plus faibles. Le tri ultime, quoi.
C'est le tri ultime. Et quand on dresse le bilan comptable final de toute cette aventure, depuis les 600 000 œufs du départ jusqu'à l'âge de la maturité sexuelle 3 ans plus tard, seuls 0,2 à 0,5% des individus survivront. 2 à 5 poissons sur 1000. Ce chiffre foudroyant, ça remet complètement en perspective la valeur inestimable de chaque adulte qui nage dans l'eau. Complètement. Et ce pourcentage microscopique, ça nous amène aussi à affronter une vérité qui est très dérangeante pour beaucoup de passionnés. Parce que cette hyper-agressivité du mâle charbonnier sur son nid, sa capacité à attaquer tout ce qui bouge pour défendre ses œufs, ça en fait la cible la plus vulnérable imaginable face au leurre des pêcheurs. Ah c'est sûr. Le comportement du charbonnier, c'est un réflexe viscéral de destruction de la menace. Un leurre souple qui passe un peu trop près du nid, ou une cuillère qui ondule au-dessus de la cuvette, pour lui, c'est pas identifié comme une proie à avaler pour se nourrir, c'est identifié comme un intrus à éliminer d'urgence. Et il attaque pour défendre. Il frappe pour tuer l'intrus. Et c'est justement ça qui rend sa capture si tragiquement facile durant cette fenêtre temporelle. Et là, je crois qu'il faut vraiment qu'on dissipe une illusion tenace. Parce que beaucoup de pratiquants qui sont par ailleurs très respectueux du poisson pensent vraiment bien faire. Le raisonnement classique, c'est je pêche en no-kill, je ferre le poisson, je le ramène vite fait, je le décroche directement dans l'eau ou je le relâche en 15 secondes chrono, donc mon impact est nul, il va direct retourner sur son nid. Ouais, on l'entend tout le temps. Mais la biologie sur le terrain, elle balaye complètement ce raisonnement. La mécanique de la prédation autour du nid dont on parlait juste avant avec les brèmes et les écrevisses, elle ne tolère pas un vide défensif de 15 secondes. C'est trop long, 15 secondes. Beaucoup trop long. Dès l'instant où le cendre est tracté hors de sa zone de confort et remonté vers la surface, le nid est grand ouvert. Les perches et les gobies, qui attendaient cette faille à 5 cm de là, ils se ruent sur la cuvette. En l'espace d'une minute à peine, des milliers d'œufs sont dévorés. C'est effrayant. En gros, le temps que le pêcheur admire les jolies couleurs noires du poisson, qu'il fasse éventuellement une photo et qu'il le remette à l'eau avec les meilleures intentions du monde, la razzia a déjà eu lieu au fond. La razzia est finie, ouais. Et pire encore, le stress physiologique de la capture, l'acide lactique qui s'est accumulé pendant la bagarre au bout de la ligne et la désorientation liée à la manipulation font que le mâle met parfois de très longues minutes à retrouver l'emplacement exact de son nid, surtout dans une eau un peu trouble. Ça, c'est s'il le retrouve. Voilà, s'il le retrouve, parfois le choc est tellement violent qu'il abandonne définitivement la garde. Donc une seule capture, même si elle est suivie de la remise à l'eau la plus soignée et respectueuse qui soit, ça se solde presque invariablement par l'anéantissement de l'intégralité de la ponte. Le nid est condamné. C'est une équation qui donne le vertige quand on y pense. Un simple ferrage ludique équivaut à la destruction de centaines de milliers d'œufs. Prendre le père, c'est littéralement assassiner la descendance avant même qu'elle n'ait vu le jour. C'est le cœur du problème. C'est là qu'on voit la différence fondamentale entre la préservation de l'individu, genre le poisson adulte qui repart à nager, et la préservation de la ressource dans son ensemble. Et c'est exactement toute la rationalité scientifique qui sous-tend la période de fermeture de la pêche au printemps. Cette réglementation, c'est pas juste une brimade administrative ou de la simple gestion de quotas pour embêter le monde. Non, c'est vital. C'est un bouclier indispensable pour protéger un comportement biologique d'une précarité absolue. La fenêtre de reproduction, on l'a dit, elle dure que quelques semaines. Mais ce court laps de temps, c'est notre seule et unique garantie de voir arriver de nouvelles générations dans les années futures. D'où l'importance de laisser les cannes au placard. Exactement. Interdire la pêche pendant que la nature compte ses degrés jours, c'est la seule façon de laisser le charbonnier mener sa mission d'oxygénation et de protection jusqu'à la fin. Le cendre et produit peut-être des centaines de milliers d'œufs, mais face à une perturbation humaine en pleine période de frai, sa stratégie de survie, elle s'effondre comme un château de cartes. Cette analyse, franchement, ça change définitivement le regard qu'on peut poser sur l'eau au printemps. Quand on marche au bord de la rivière, sous cette surface un peu lisse et parfois très silencieuse, on sait maintenant qu'il se déroule une lutte acharnée. Des milliers de pairs qui s'épuisent dans le noir total pour gagner cette fameuse course thermique contre la montre. C'est une belle image. Et tu sais, la véritable question qui se dessine quand on superpose les besoins vitaux de ce poisson avec l'évolution moderne de nos milieux aquatiques, ça dépasse finalement largement le simple cadre de la pêche. C'est-à-dire ? On l'a bien vu, la survie de cette espèce, elle repose sur une alchimie parfaite. Des structures naturelles comme le bois mort, une température stable, un niveau d'eau garanti pour éviter que les nids se retrouvent à sec. Mais quand on observe la gestion moderne de certains de nos cours d'eau, genre le recalibrage des berges, l'extraction systématique des embâcles et du bois mort juste pour faire propre... Ah oui, l'obsession de la rivière qui ressemble à un canal. Voilà.
Et surtout, ces fameux marnages industriels brutaux qui balayent toute la biologie au seul profit de la production d'énergie, la conclusion, elle invite à une introspection assez sévère. On peut vraiment se demander si le barrage hydroélectrique ou l'aménagement en béton ne seraient pas, dans le silence le plus total, des prédateurs infiniment plus dévastateurs pour l'avenir de nos écosystèmes que le plus vorace des cormorans ou des silures. Franchement, c'est une réflexion hyper profonde à emporter avec soi lors de nos prochaines observations sur les berges. Une rivière trop rectiligne, trop contrôlée par l'homme, c'est au final l'antithèse absolue de la vie sauvage et de ce dont ces espèces ont besoin. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à commenter et à liker. Et retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle discussion halieutique.